Bonjour et bienvenue pour ce numéro spécial de Un jour un comics, un numéro fleuve consacré à un comics événement. C'est le premier numéro de Doomsday Clock, la maxi-série de DC Comics qui commence tout de suite et qui va nous accompagner toute l'année prochaine. C'est signé Jeff Jones et Gary Frank qui nous propose ce qui pourrait être une suite, de Watchmen, puisque ça reprend un petit peu les éléments là où on les avait laissés et qui a pour but d'intégrer les Watchmen, bien entendu, durablement dans l'univers DC Comics. Alors, on ne peut pas parler de Doomsday Clock sans parler évidemment de Watchmen, et après on parlera du livre. Bien entendu, Watchmen, vous le savez, c'est le chef-d'œuvre de Alan Moore et Dave Gibbons, un comics paru au milieu des années 80. Qui a complètement révolutionné le genre à l'époque. Il faut savoir que les comics avant, tous les comics que vous avez pu lire récemment, des comics de Mark Millar, des comics de Brian Michael Bendis, avec un ton un peu adulte ou un peu sérieux tout simplement, où on prend les super-héros au sérieux, avec des super-héros ancrés dans le monde réel, avec des problèmes, avec une vie, avec tout ça, eh bien c'est quelque chose qui est assez récent, puisque avant Watchmen, les comics, c'était plutôt désuet, c'était plutôt rigolo, c'était sympa, même si ils avaient une vie privée comme Peter Parker, Spider-Man, il n'y avait aucun véritable enjeu par rapport à leur quotidien, à leur souffrance, à leur on va dire psychologie. Et du coup, Alan Moore est arrivé avec une maxi-série, à l'époque aussi 12 numéros, qui a complètement redéfini les super-héros en les rendant fragiles, en les rendant peut-être un peu fous, peut-être en allant chercher, si vous voulez, le côté les super-héros sont des dieux, les super-héros sont des surhommes, les super-héros sont... voilà, il a pris au sérieux le genre. Et il a complètement redéfini le genre à tout jamais. Alors ça a été un renouveau total, ça a été vraiment une révélation, si vous voulez, Watchmen à l'époque, dans le sens où plus rien ne sera comme avant. On pouvait plus écrire des comics avec, au début de l'histoire, il y a un cambriolage et Spider-Man il arrive et puis il décide d'arrêter le méchant et puis le méchant va en prison. Voilà, ça c'était un petit peu avant Watchmen. Et après Watchmen, il a fallu retravailler. Et ça a donné des générations spontanées de scénaristes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des gens comme Bendis, on a des gens comme Mark Millar, on a des gens comme Brubaker, on a des auteurs comme ça qui cartonnent tout simplement. Voilà, il faut le dire. Alors, Watchmen a été vraiment la pierre angulaire de ce qu'on peut lire aujourd'hui, ça c'est évident. Il n'y aurait jamais eu, je pense, de Ultimates à l'époque, il n'y aurait jamais eu Authority de Warren Ellis, il n'y aurait jamais eu Wanted de Mark Millar, il n'y aurait jamais eu tous ces comics, alors avec de l'humour, avec du réalisme et avec tout ça. Donc ça a été un véritable apport et je pense que peut-être il fallait renouveler les comics à ce moment-là. Donc bravo et chapeau à Alan Moore pour avoir fait ça. Il a abordé des tonnes de thèmes, c'était un comics à tiroir avec plusieurs histoires de sous-histoires, avec des flashbacks, avec une mythologie. Voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant et pour le coup ça a vraiment complètement redéfini. Ça c'est le postulat de départ. Watchmen maintenant, de ma propre expérience, fait partie des chefs-d'œuvre incontournables, mais c'est pas le comics que je conseillerais de lire à un jeune lecteur qui veut se lancer, parce que d'abord le dessin est un petit peu hardcore, hein, on est en plein milieu des années 80, les couleurs elles sont waouh, elles sont d'époque, le dessin de Dave Gibbons c'est pas le truc le plus mainstream de l'univers, ça vieillit en plus, c'est très daté, mais ça a son charme en termes de storytelling. C'était quand même c'est un génie, hein, il est toujours là, hein, il a créé Kingsman par exemple. C'est pas le comics le plus facile d'accès, je trouve, pour débuter les comics. Mais ce n'est pas le propos de cette vidéo. Aujourd'hui, un comics comme Watchmen, moi je reconnais son génie, mais j'ai un petit peu du mal à le lire de nos jours parce que ça a vachement vieilli et que du coup c'est complètement ancré dans son époque, comme un Tintin au Congo qui va au Congo, voilà, c'est ancré dans son époque. Mais je ne dénierai jamais le côté chef-d'œuvre de Watchmen. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai lu hier soir Doomsday Clock et depuis, j'ai très envie de relire Watchmen en fait. C'est ça, toute la subtilité des choses. Alors,
dans le cadre de la mythologie Watchmen, DC Comics avait un espèce de gentleman agreement sur les Watchmen avec DC Comics. Il devait pas y avoir de suite, il devait pas y avoir de déclinaison, il devait pas y avoir, voilà, c'était une œuvre, 12 numéros, voilà, sorti comme ça en floppy, et puis après en TPB, et puis bon, après il y a eu des absolus, des artbooks, etc., des traductions dans tous les sens. DC a exploité le filon pendant très longtemps. Je peux vous citer une petite anecdote, c'est que il était convenu que Alan Moore récupère les droits de Watchmen à un moment. En fait, aux États-Unis, le droit sur la propriété intellectuelle, quand on travaille chez DC et chez Marvel, on n'est pas propriétaire de ces personnages. Si vous créez par exemple, Brian Michael Bendis qui a créé Jessica Jones chez Marvel, Jessica Jones appartient à Marvel et n'appartient pas à Brian Michael Bendis. Voilà. Et les Watchmen, c'est pareil. Les Watchmen n'appartiennent pas à Alan Moore, les Watchmen appartiennent à DC Comics. Mais aux États-Unis, quand on n'exploite pas une licence, eh bien, on la perd, tout simplement. Donc si demain Marvel arrêtait de faire des comics sur Spider-Man, par exemple, eh ben, il perdrait les droits de Spider-Man. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire « mais moi, les droits sont à moi ». Et donc, il y aurait des procès dans tous les sens, etc. C'est ce qui se passe en cinéma. C'est pour ça que la Fox nous fait tous les 4 ans un film moisi sur les 4 Fantastiques pour ne pas perdre les droits. Parce que s'ils arrêtent de les exploiter, eh bien, les droits sont déchus et les droits retombent tout simplement chez le propriétaire d'origine, donc Marvel. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que Marvel a récupéré Daredevil, récupérer le Punisher, le Ghost Rider, etc., etc., tous ces droits-là. Voilà, une petite question de droit, c'est important. Donc, à la base, Alan Moore devait récupérer les droits des Watchmen, et en fait, DC Comics, pendant 20 ans, au moins 20 ans, a eu une technique très, très drôle et très, très maligne pour garder les droits. C'est-à-dire que le TPB de Watchmen, qui a été un succès sur la durée, ils en ont vendu beaucoup, pas que pour le film, ils en ont vendu, mais ils ne le tiraient pas à 10 000 exemplaires ou 50 000 exemplaires, non, ils faisaient des tirages minuscules, genre 1500, 2000 exemplaires. Et du coup, tous les 6 mois ou tous les ans, ils le retiraient. Et donc, du coup, il continuait à exploiter. Et comme il continuait à exploiter, il pouvait dire, regardez, on exploite, donc vous ne pouvez pas reprendre les droits. Donc, Alan Moore n'a jamais récupéré les droits. D'autant plus que on peut en parler, du coup ils ont sorti le TPB, ils ont sorti les multiples éditions qu'on a citées, et puis il y a eu le film, tout simplement, de Zack Snyder, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas vu la version longue, mais un jour il faudra que je la regarde, si j'arrive à trouver le temps et à trouver le master. Il y a eu le film, il y a une série de télé sur HBO qui devrait arriver, produite et écrite par Damon Lindelof de Lost, et il doit y avoir, et puis ils ont décidé de continuer à exploiter. Donc il y a eu la série Before Watchmen qui est sortie, donc c'est publié chez Urban en 8 tomes. Chaque mini-série reprend un personnage comme Dr Manhattan, comme le comédien, comme Rorschach, etc. Et ils ont fait appel à des grands noms comme Straczynski au scénario, il y a eu Andy Kubert au dessin, il y a eu Jaeli au dessin, il y a eu J.J. Jones, Adam Hughes, voilà, plein de grands noms qui se sont attachés au projet. Donc le fait de remettre tout ça en avant, alors les fans hardcore ont crié au scandale, les qualités de ces séries étaient surtout artistiques à mon avis, parce que c'était très très beau, et ça faut le dire, et ça a rajouté de la mythologie, ça cassait un peu du mystère, mais ça rajoutait de la mythologie. Donc voilà, donc DC a exploité ses propriétés intellectuelles, et surtout pour ne pas les rendre à Alan Moore. Donc on n'est pas prêt, Alan Moore ne récupérera jamais les droits des Watchmen, il faut être d'accord. Et on le sait, le vœu de DC Comics depuis quand même quelques années maintenant, c'est d'intégrer durablement les Watchmen dans l'univers DC. Donc du coup on a eu quelques prémices dans DC Universe Rebirth, vous avez peut-être lu, où Batman trouve le petit smiley du comédien, et on avait déjà eu, je crois, un avant-goût dans Flashpoint, si je me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Donc du coup voilà, donc ils n'arrêtaient pas de nous envoyer des petites cartes postales, nous envoyer des petits détails, et jusqu'à l'annonce de Doomsday Clock. Doomsday Clock, maxi-série en 12 parties, par deux grands auteurs qui ont mis du temps à se lancer là-dedans parce qu'ils avaient peur de se tromper, ils avaient peur de se gourer, ils avaient peur que ce soit leur projet de trop ambitieux, trop casse-gueule, et donc ils l'ont quand même fait. On a fait appel à Jeff Jones, donc qui était un des grands Manitou de DC Comics, qui a fait ses preuves à l'examen, on peut dire. Tout ce qu'il a fait, ça s'est transformé en or, hein. Le J.J. Jones et Gary Frank, avec qui ils ont déjà travaillé ensemble, notamment sur Batman Terre 1. Ils ont travaillé ensemble aussi sur beaucoup d'épisodes de Superman que Urban devrait ressortir d'ailleurs, petit conseil au passage. Et également donc deux auteurs, et puis Brad Anderson au dessin, il faut le citer, voilà.
Ils ont fait appel à des grands noms et ils ont pris le temps de le faire. C'est-à-dire qu'ils auraient pu le faire il y a 2 ans. Non, ils l'ont fait maintenant. Voilà. Donc, on est parti pour 12 numéros et on est parti sur un événement qui va faire que les deux mondes vont, comme une espèce de secrétoire, où l'univers Ultimate et l'univers normal ont fusionné. Eh bien, les deux univers vont fusionner, les mythologies vont fusionner. Donc, ça va être très intéressant. Là, vous voyez en couverture, il y a Dr Manhattan et Superman. On les voit pas à l'intérieur dans la BD, je vous rassure. C'est juste un espèce de teaser. Ça va être très intéressant de voir cohabiter des puissances comme Dr Manhattan et Superman, et de voir surtout la radicalité de certains personnages comme Rorschach par exemple, s'opposer au côté plutôt justicier si vous voulez, très propre comme Superman et tous les autres. Donc voilà, donc on risque d'avoir ce chose là, mais on n'est pas dans un crossover si vous voulez basique avec ils se rencontrent, ils sont pas contents, ils se tapent dessus et puis après ils deviennent amis parce qu'ils ont un ennemi commun. Non, ça va être beaucoup plus subtil et ce premier numéro en témoigne, puisque ça c'est le premier avantage dont je voulais vous parler, c'est que sans vous résumer et sans vous spoiler sur tout l'épisode, c'est une superbe mise en bouche dans le sens où on n'est pas du tout sur quelque chose de ronflant. DC Comics, moi j'apprécie beaucoup, je lis Batman 2 fois par mois et je lis beaucoup de séries. Je lis notamment Dark Knight Metal. Dark Knight Metal, c'est une série qui a beaucoup de qualité, mais c'est une série, c'est quand même vachement difficile de plonger dedans. Quand on lit les 2 prologues, The Casting et The Forge, quand on lit le premier numéro et puis après il y a plein de tie-in, etc., on se dit waouh, la narration, faut suivre quand même. C'est un peu compliqué. Mais quand on lit des projets hyper intelligents comme Batman White Knight, il y a 2 numéros qui sont sortis, c'est Sean Murphy qui scénarise et qui dessine. Là, c'est hyper bien amené, c'est bien construit, c'est très très bien scénarisé. Et voilà, avec DC, c'est qui tout double. Soit c'est un peu confus parce qu'il faut être complètement, il faut maîtriser totalement, si vous voulez, la continuité DC Comics. Soit c'est facile d'accès. Et là, quel plaisir ce numéro 1, puisque c'est un véritable prologue, on nous replonge dans l'ambiance, on retrouve le fameux gaufrier, je ne sais pas si vous vous souvenez comment il était construit, il y avait ces cases, mais hop, d'un coup ça ouvre, donc du coup Gary Frank nous fait sa leçon de storytelling après la leçon donnée par Dave Gibbons dans les pages originales de Watchmen. Il nous fait sa leçon de storytelling et on plonge dedans. Et on ne rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. On est vraiment sur une phase introductive à ce qui va être une série énorme. C'est-à-dire que ils sont partis pour 12 numéros, donc ils prennent leur temps. Voilà. Superman et Dr Manhattan ne vont pas se foutre sur la gueule dès le 2e numéro, dès les premières pages du premier. Non, ça prendra du temps et ça va être bien amené parce qu'on a 2 véritables artisans. Donc tout ça pour dire que c'est absolument magnifiquement produit, cette bande dessinée. Elle est magnifiquement produite de A à Z. C'est bien mis en page. Regardez, donc je vous parlais du gaufrier, voilà, on y est. C'est plein de détails, c'est magnifiquement dessiné. C'est magnifiquement colorisé, c'est remarquablement bien écrit. Pour le moment, c'est un sans faute. C'est un comics auquel je donne la note maximale de 10 sur 10, puisque je donne des notes aux comics maintenant. En fait, je ne donne pas de notes, mais si j'en donnais, on serait évidemment sur du 10 sur 10, parce que c'est vraiment, vraiment super chouette. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est magnifiquement produit et du coup c'est plein de surprises parce que dès le départ on se retrouve dans un monde où il y a un personnage qui refait son apparition. C'est Rorschach, mais Rorschach il est mort dans Watchmen si je m'abuse, si je me souviens bien. Alors on lui dit mais t'es pas Rorschach et il dit si. Et en fait pendant tout le truc il dit c'est moi, je suis Rorschach. Donc du coup c'est un peu bizarre. Il révèle un peu une partie de son identité pour dire qu'il est bien réel, mais on ne sait toujours pas qui c'est. On ne saura pas qui c'est à la fin de ce premier numéro. Et il travaille pour quelqu'un. Et dans sa quête des premières pages, il va nous amener vers un autre membre. On va pas voir tous les membres des Watchmen tout de suite, parce que je pense que ça va être saupoudré. Non seulement parce que dans l'histoire, on ne sait pas où ils sont tous. Certains sont morts, d'autres ont disparu. Et va falloir éclaircir ces mystères. Où sont-ils passés? Que sont-ils devenus? Voilà, il y a déjà plein d'intrigues à tiroir et il y a déjà plein de choses à raconter et c'est hyper bien amené. Et on a même juste une simple apparition de Clark Kent à la fin dans les dernières pages. Je vous montre pas tout, mais je vous montre juste sa tête. Voilà, ce qui prouve bien que d'abord Geoff Johns a ficelé son histoire comme un rôti du dimanche, mais en plus que Gary Frank va nous régaler pendant 12 épisodes et ça risque d'être vraiment exceptionnel. Alors
pour le moment, je vous dis, c'est un sans faute. On pouvait pas faire un meilleur comics. On peut crier au loup et crier au scandale parce qu'il y a une suite à Watchmen. Mais moi, je dis bravo parce que des comics de cette qualité, on n'en lit pas tous les jours. C'est vraiment exceptionnel et je tiens à vous le dire. Je suis pas un énorme DC boy à la base, vous le savez. Moi, je lis plus de Marvel. J'ai failli passer à côté de ce comics parce que quand il a été sollicité il y a 2 mois et demi, j'ai fait ouais, ok. Et puis j'ai senti la sauce monter, si vous voulez, en parlant à droite à gauche, et je me suis dit il va se passer quelque chose et ça va être chouette. Et pour le moment, c'est génial. Alors c'est parti pour 12 numéros, un numéro par mois. J'espère que tout va bien se passer. Pour le moment, il n'y a pas de retard annoncé, donc on va espérer qu'on sera sur les 12 prochains mois. On peut s'imaginer que ça va prendre un tout petit peu plus de 12 mois parce que un auteur ne peut pas produire un comics de cette qualité sur la durée et aussi beau. Voilà, c'est vraiment le meilleur travail de Gary Frank à date. Gary Frank, un dessinateur que j'adore, sur à la fois, on l'a dit, sur Batman Terre 1, Superman, sur Gen 13, il a fait du Hulk. Moi, j'ai tous ces Hulk de l'époque. C'est vraiment quelque chose de très chouette. Voilà. Donc, on fait une émission fleuve sur ce titre parce qu'il le mérite. C'est vraiment un excellent comics que je vous conseille plus que tout. C'est un comics qu'on a décidé de pousser énormément sur originalcomics.fr. C'est en VO bien entendu. Vous n'aurez pas la VF avant 1 an, donc de toute façon il va falloir prendre votre mal en patience. Et c'est surtout qu'on veut faire en sorte que le numéro 1 soit disponible longtemps sur Original Comics. Donc du coup on a surstocké le 1. Donc si vous voulez commencer, vous pouvez. Sachez que il y a 3 couvertures. Il y a celle-là de la couverture A ou couverture B, je sais plus laquelle c'est. Il y a celle-là qui est très chouette, qui reprend la première case de la bande dessinée. Et il y a la lenticular, la fameuse lenticular cover. Une lenticular cover, c'est quoi ? C'est tout simplement une couverture hologramme. Comme vous pouvez le voir, le visage de Rorschach, d'après un dessin de Dave Gibbons, se transforme en logo Superman, Batman et Wonder Woman. Voilà, 3 éditions, tout au même prix. Donc je vous conseille de prendre celle-là. Il y a déjà un second tirage qui a été annoncé. Nous, on ne va pas prendre le second tirage tout de suite parce qu'il nous en reste énormément. Mais on en a quasiment pour tout le monde. Donc si vous ne l'avez pas encore commandé, prenez-le. Puisque c'est vraiment quelque chose qui je pense, vous ravira et vous séduira. C'est un excellent titre, un excellent comics. Et c'est vraiment la lecture à ne pas rater en ce mois de novembre. Voilà, et on est parti pour 12 mois, donc prouvez-nous qu'on a eu raison de pousser le titre, et puis lisez-le et mettez-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. On a une rubrique dédiée sur Original Comics pour Doomsday Clock. Les 4 premiers numéros je crois sont sollicités, au moins les 3 premiers, ça c'est sûr. Le 4e devrait être créé dans les prochaines heures, prochains jours. Tout ça pour vous dire que on est parti pour un bout de temps et on va en reparler. C'était une émission spéciale de Un jour un comics, pardon, et ce comics méritait bien une émission spéciale. Voilà, sautez dessus. Voilà, j'espère que vous avoir donné envie de le lire. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le lire et à vous en parler. À très bientôt, salut.